La fin du mois de décembre 2025 marque un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de l'Iran. À Téhéran, au cœur du Grand Bazar, symbole économique et social du pays, les premières protestations éclatent. À l'origine de cette explosion de colère, l'effondrement brutal du rial iranien, qui atteint des niveaux historiquement bas, plongeant une grande partie de la population dans une précarité extrême. En quelques semaines, les prix des produits de première nécessité s'envolent, rendant la vie quotidienne insoutenable pour des millions de familles. L'inflation, estimée autour de 40%, frappe de plein fouet les classes populaires et moyennes. Les salaires stagnent tandis que le coût du pain, du carburant, des médicaments et des loyers augmente de manière vertigineuse. À cette pression économique s'ajoutent des pénuries chroniques d'eau et d'électricité, provoquant des coupures prolongées dans de nombreuses régions. Ces dysfonctionnements répétés alimentent un sentiment d'abandon et d'injustice, renforçant l'idée que l'État n'est plus en mesure d'assurer les besoins fondamentaux de sa population. Très rapidement, les revendications économiques se transforment en une contestation politique ouverte. Les slogans scandés dans les rues ne visent plus seulement la cherté de la vie, mais directement le système au pouvoir. Les manifestants dénoncent la corruption, la mauvaise gestion du pays et l'emprise du clergé sur toutes les sphères de la société. Le guide suprême Ali Khamenei devient une cible centrale des critiques, symbole d'un régime perçu comme sourd aux souffrances populaires. Ce basculement est révélateur d'une rupture profonde entre le pouvoir et la société iranienne. Pour de nombreux protestataires, la crise économique n'est plus considérée comme un simple accident conjoncturel, mais comme la conséquence directe de décennies de gouvernance autoritaire, de sanctions internationales et de choix politiques jugés désastreux. La peur, longtemps instrument de contrôle, commence à s'effriter face au désespoir. Ainsi, ce qui débute comme une protestation sociale localisée se transforme en un mouvement de colère généralisé. La rue devient l'espace d'expression d'un ras-le-bol accumulé depuis des années. Dès les premiers jours, il apparaît clairement que l'Iran n'est plus confronté à une simple crise économique, mais à une remise en cause profonde de son système politique. Après les premières manifestations à Téhéran, la contestation s'étend à une vitesse fulgurante à l'ensemble du territoire iranien. En quelques jours, plus de 100 villes et provinces sont touchées, des grandes métropoles aux localités périphériques longtemps marginalisées. Cette propagation rapide révèle l'ampleur du malaise social et politique. La colère n'est pas limitée à une catégorie ou à une région, elle traverse toutes les couches de la société. Les slogans scandés dans les rues marquent une rupture historique. Pour la première fois depuis des décennies, les manifestants ne se contentent plus de réclamer des réformes. Ils appellent ouvertement à la chute du régime de la République islamique et à la fin du pouvoir clérical. Le nom du guide suprême Ali Khamenei est directement visé, tandis que certains slogans évoquent même le retour de figures symboliques de l'ancien régime, comme Reza Pahlavi. Cette radicalisation du discours traduit une perte totale de légitimité du pouvoir aux yeux d'une partie croissante de la population. La mobilisation est portée en grande partie par la jeunesse, mais elle dépasse largement ce seul groupe. Des commerçants, des ouvriers, des étudiants, des femmes et même des retraités descendent dans la rue. Le Grand Bazar, les universités, les quartiers populaires et les zones industrielles deviennent des foyers permanents de contestation. La nuit, les cris hostiles au régime résonnent depuis les toits des immeubles, rendant la protestation omniprésente malgré la répression. Face à cette montée en puissance, la contestation prend un caractère de plus en plus conflictuel. Des bâtiments officiels, des symboles du régime et des portraits de dirigeants sont incendiés. Les affrontements directs avec les forces de sécurité se multiplient. Ce durcissement reflète un sentiment largement partagé, la conviction que le dialogue est impossible et que seul un rapport de force peut faire vaciller le pouvoir. Cette vague de protestation s'impose comme l'une des plus importantes depuis la révolution de 1979. Elle ne repose sur aucune structure centralisée, aucun leader unique, ce qui la rend à la fois difficile à contrôler et imprévisible. En s'étendant sur tout le territoire, la révolte révèle une fracture profonde entre l'État et la société iranienne, ouvrant une période de grande instabilité politique dont les conséquences restent incertaines. Face à l'ampleur et à la persistance de la contestation, le régime iranien opte rapidement pour une stratégie de force totale. À partir du 8 janvier 2026, les autorités imposent une coupure quasi complète d'Internet et des réseaux de télécommunications dans la majorité du pays. La connectivité nationale chute à un niveau infime, isolant l'Iran du reste du monde et empêchant la coordination des manifestants. Ce blackout vise également à bloquer la diffusion d'images de la répression, alors que les réseaux sociaux étaient devenus un outil central de mobilisation et de témoignage. Dans les rues, la réponse sécuritaire est d'une extrême brutalité.
Les forces de l'ordre, les unités anti-émeutes et les milices paramilitaires sont déployées massivement. Les manifestations sont dispersées à balles réelles, sans distinction claire entre protestataires pacifiques et groupes violents. Les arrestations se comptent par milliers, souvent menées de nuit, avec des descentes ciblées dans les quartiers jugés hostiles au régime. De nombreux témoins évoquent des disparitions forcées et des détentions arbitraires. Selon plusieurs organisations de défense des droits humains, le bilan humain est particulièrement lourd. Le nombre de morts dépasserait largement les 600 victimes, avec des estimations bien plus élevées lors des journées les plus sanglantes. Des exécutions sommaires et des morts en détention sont signalées, alimentant un climat de terreur généralisé. Les hôpitaux sont placés sous surveillance et certains blessés évitent de s'y rendre, par crainte d'être arrêtés. Malgré cette violence, la contestation ne disparaît pas. Elle change de forme. Les rassemblements deviennent plus courts, plus mobiles, souvent nocturnes. Les slogans sont criés depuis les immeubles, les murs se couvrent de messages hostiles au régime, et des actes de désobéissance civile se multiplient. Cette résistance diffuse complique la tâche des forces de sécurité, qui contrôlent les grands axes mais peinent à étouffer complètement la colère populaire. Le blackout informationnel et la répression marquent un point de non-retour. En cherchant à imposer le silence par la force, le régime révèle sa peur d'une opinion publique qu'il ne contrôle plus. La violence devient l'ultime langage du pouvoir, mais elle accentue en même temps la rupture entre l'État et une société désormais convaincue que toute réforme pacifique est illusoire. Confronté à une contestation persistante malgré la répression, le pouvoir iranien cherche à reprendre l'initiative sur le terrain symbolique et médiatique. À partir du 12 janvier 2026, les autorités organisent de vastes rassemblements pro-gouvernementaux dans plusieurs grandes villes, en particulier à Téhéran, sur la place de la Révolution. Ces manifestations, largement relayées par la télévision d'État, visent à projeter l'image d'un régime toujours soutenu par une base populaire solide. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes sont mobilisées, souvent par les administrations, les organisations para-étatiques et les réseaux liés au pouvoir. Les participants brandissent des portraits du guide suprême Ali Khamenei, des drapeaux nationaux et scandent des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël. Les protestataires antigouvernementaux sont publiquement accusés d'être des « agents de l'étranger », des « mercenaires » ou des « terroristes », un discours destiné à délégitimer toute revendication interne. Les plus hauts responsables du régime participent personnellement à ces démonstrations de force. Le président, plusieurs ministres et des figures militaires apparaissent aux côtés des foules, cherchant à montrer une unité totale de l'appareil d'État. Le guide suprême lui-même qualifie ces rassemblements des « avertissements » adressés aux puissances occidentales et affirme que les forces de sécurité contrôlent pleinement les villes grâce à une supériorité totale en matière de renseignement. Dans le même temps, le gouvernement décrète 3 jours de deuil national en hommage aux membres des forces de l'ordre tués lors des affrontements. Présentés comme des « martyrs de la résistance », ils deviennent un élément central de la narration officielle, qui inverse les rôles en se posant comme victime d'une agression orchestrée de l'extérieur. Cette stratégie de communication vise à rassurer les partisans du régime et à dissuader les hésitants de rejoindre la contestation. Cependant, derrière l'image de puissance affichée, ces mobilisations forcées traduisent aussi une inquiétude profonde. En multipliant les démonstrations de loyauté, le pouvoir cherche moins à convaincre qu'à masquer les fissures internes et l'érosion de sa légitimité. Malgré la mise en scène, la colère populaire reste intacte, prête à ressurgir dès que la pression sécuritaire se relâche. Alors que la crise s'enlise à l'intérieur du pays, la situation iranienne devient un enjeu majeur sur la scène internationale. Les images fragmentaires de la répression, malgré le blackout imposé par le régime, suscitent de vives réactions à l'étranger. Les États-Unis, par la voix du président Donald Trump, adoptent une posture particulièrement agressive, multipliant les menaces d'intervention militaire si la violence contre les civils se poursuit. En parallèle, Washington renforce l'asphyxie économique en imposant de nouvelles sanctions et des tarifs douaniers visant les pays commerçants avec l'Iran. Face à cette pression, les autorités iraniennes affichent un double discours. D'un côté, elles affirment être prêtes à la confrontation militaire et dénoncent toute ingérence étrangère. De l'autre, elles se disent ouvertes à des négociations sérieuses et équitables, à condition qu'aucune condition ne leur soit imposée. Cette ambiguïté traduit la fragilité d'un régime pris en étau entre une population en révolte et un isolement international croissant. La situation est d'autant plus critique que l'Iran sort affaibli par des chocs récents. La guerre de 12 jours contre Israël en juin 2025 a profondément entamé la crédibilité militaire du pays,
avec la destruction d'infrastructures stratégiques et des pertes importantes. À cela s'ajoute le rétablissement des sanctions onusiennes sur le programme nucléaire en septembre 2025, qui a aggravé une économie déjà exsangue et accéléré l'effondrement du niveau de vie. Malgré tout, le régime conserve des atouts décisifs, le contrôle de l'appareil militaire, des forces de sécurité loyales et une capacité éprouvée de répression. Les manifestations continuent, souvent de manière sporadique et clandestine, notamment la nuit, mais sans parvenir à renverser immédiatement l'équilibre du pouvoir. La société iranienne reste profondément mobilisée, tandis que l'État s'arc-boute sur la force. L'Iran entre ainsi dans une phase de grande incertitude. Le régime apparaît plus affaibli que jamais depuis 1979, mais il n'est pas encore vaincu. Entre effondrement économique, pression internationale et résistance populaire, l'issue de cette crise demeure imprévisible. Une chose est certaine, le pays a franchi un seuil irréversible et le statu quo d'hier ne pourra plus être restauré.